Bonsoir à tous, nous revoilà vendredi 20h heure de Paris. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que tout est bon sur Telegram? Je vois que les premiers sont déjà sur les starting blocks. Bonsoir Alexandre, bonsoir Béatrice, bonsoir Gérard, bonsoir Divda, bonsoir Dom qui s'excuse. Panne complète du réseau internet la semaine dernière. Faut pas s'excuser, c'est pas de votre faute. C'est déjà gentil à vous d'être là cette semaine. Bonsoir Gérard, bonsoir. Tout le monde me dit que c'est ok. Ok sur VK, ok sur Telegram. Ok. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu donc de ces attaques de l'Ukraine sur des navires civils qui en plus sont sur des pavillons qui sont même pas des pavillons russes, qui sont d'autres pays. Ah, S400 qui me dit que c'est HS pour lui. Qu'est-ce qui marche pas S400? Peut-être redémarrer Telegram? Des fois ça arrive. Des fois faut redémarrer Telegram. Donc on va parler de ces attaques qui sont ni plus ni moins que des attaques terroristes. Je vois que sur VK ça arrive. Bonsoir Evelyne, bonsoir Christina, bonsoir Christiane. Oui, attaque qu'on peut pas qualifier autre chose que d'attaque terroriste, puisque si vous voulez, il n'y a pas d'ambivalence ou d'ambiguïté dans ce que c'est. Je veux dire, quand un pays attaque des navires civils de pays qui lui ont rien fait, en plus dans une zone économique exclusive qui n'est pas la leur, bon, c'est de l'attaque terroriste, d'accord. Donc ça, il n'y a pas d'autres termes à utiliser pour ça. Et donc là, en à peine quelques jours, l'armée ukrainienne a quand même attaqué trois navires. Donc on a deux pétroliers, le Kéros et le je sais plus comment s'appelle le deuxième. Connexion au stream impossible. Pourtant, non, ça a l'air de marcher sur... Bizarre. Dom qui dit terrorisme ukrainien et britannique dans toute sa splendeur. Oui, je pense aussi que les Britanniques ont filé un bon coup de main. C'est quand même les spécialistes de tout ce qui est attaque sur base de drones navals. C'est leur grande spécialité. Ils ont d'ailleurs formé les Ukrainiens à ça. Donc il y a de bonnes chances de se dire que il devait effectivement y avoir des instructeurs britanniques avec eux ou des mercenaires britanniques, enfin appelez ça comme vous voulez, pour superviser peut-être l'attaque, etc. Ce qui n'aurait rien d'étonnant, soit dit en passant. Alors comme le dit Christina, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils sont en train de perdre sur le front. Plus là, cet énorme scandale de corruption qui est en train d'éclater à la figure de Zelensky, puisque je rappelle que après donc les poursuites contre Mindich, qui faisait partie de son cabinet, c'est ni plus ni moins que son conseiller en chef Andrei Yermak, qui s'est retrouvé, on va dire, dans le collimateur de l'enquête du Naboo pour corruption. Donc Naboo, c'est pas la planète Naboo de Star Wars, c'est le bureau d'enquête anti-corruption ukrainien. Bureau d'enquête qui est totalement sous contrôle des Américains. C'est un bureau qui travaille sous supervision entre autres du FBI et c'est un instrument de contrôle des Américains sur les politiques ukrainiens. C'est-à-dire en gros si tu fais ce qu'on te dit, le Naboo verra pas que t'es corrompu jusqu'à la moelle. Bon, par contre, il rassemble quand même en permanence les preuves. Et puis, si tu commences à pas faire ce qu'on te dit, le Naboo va te tomber dessus.
Hein, c'est pas pour rien que Zelensky a essayé de neutraliser le Naboo. Hein, si vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, le SBU avait débarqué dans les bureaux du Naboo, avait arrêté plusieurs enquêteurs. Le but était de faire peur aux gars et en gros d'essayer de les empêcher de contrôler Zelensky. C'est dommage pour S400. Ça n'a pas marché, ça a fait un gros scandale. Hein, c'est là que vous vous êtes retrouvés avec ces fameuses manifestations importantes à Kiev que certains ressortent maintenant les photos et les vidéos. Mais si vous regardez, les gens sont en t-shirt, hein, donc là on n'est plus dans la saison des t-shirts, hein, il fait un peu froid pour ça. Mais effectivement, ça avait donné lieu à des manifs importantes contre Zelensky qui a dû faire marche arrière. Donc là, les enquêteurs du Naboo ont été relâchés. Là, il y en a un qui a été relâché il y a pas longtemps. Ce qui se passe, c'est que donc c'est des jeux de pouvoir. Hein, ce qui se passe entre le Naboo et l'entourage de Zelensky, c'est qu'en fait, Trump essaye de tordre le bras de Zelensky. Hein, c'est la méthode d'Obama. Si les pays font pas ce qu'on veut, on leur tord un peu le bras pour qu'ils fassent ce qu'on leur demande. Bon, là c'est exactement ça, c'est-à-dire que Trump veut que Zelensky signe un accord de paix. Zelensky ne veut pas pour les raisons que je vous ai déjà expliquées à plusieurs reprises, à savoir que chaque jour de guerre qui passe, il s'en met de plus en plus plein les fouilles. Hein. Je rappelle quand même qu'une bonne partie de l'argent qui est envoyé par l'Occident, donc vos impôts, part dans la poche de Zelensky, des députés de son parti, d'ailleurs qui se sont votés une hausse de salaire de 200%. Oui, cette semaine, ils se sont votés une hausse de 200%. C'est-à-dire que le salaire des députés ukrainiens a triplé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les députés ukrainiens, si vous voulez, c'est comme des rats. Ils sentent quand le navire est en train de commencer à couler. Et ils ont compris que là, l'Ukraine est en train de faire un remake du Titanic. Et donc, il y en a qui commencent à partir. Sauf que ça pose problème, parce qu'au bout d'un moment, pour les quorums et compagnie, ça commence à devenir le bordel. Et Zelensky a besoin d'eux. Donc pour les inciter à rester, il y avait qu'un truc à faire, c'est leur donner plus de pognon. Voilà. Donc t'as la hausse officielle, qui déjà est bien délirante, hein, et puis après, bien entendu, l'Ukraine n'a plus un biston pour donner, ni pour le salaire des soldats, ni pour les compensations pour les familles des soldats qui sont morts sur le front. Donc déjà, ils ont triplé leur salaire officiel, mais très certainement que les bakchiches ont dû augmenter aussi, histoire de suivre l'inflation. Et donc, ce qui se passe, c'est que, là, il est un peu coincé, quoi. Hein. Bon, il veut continuer à s'en mettre dans les poches. En plus, comme je l'ai dit, si Zelensky, ou en tout cas quelqu'un du gouvernement de Zelensky, signe un accord de paix avec concession territoriale à la Russie, Zelensky et la personne qui a signé le papier va se faire décapiter par les néo-nazis ukrainiens. Donc clairement, Zelensky n'a aucune envie de signer. Donc Trump utilise la bonne vieille méthode du chantage, puisque c'est comme ça. Écoute, on va commencer d'abord par faire tomber des mecs qui sont autour de toi, histoire de faire comprendre que potentiellement tu peux être le prochain. Et puis si tu comprends toujours pas, écoute, les enquêteurs vont se pencher sur ton cas. Voilà. C'est ça l'idée, en fait. C'est exactement ça l'idée. Divda qui dit, vu l'état de l'armée européenne, les conseillers ont 20 ans de retard de tactique militaire. Je me demande si nos fameux tacticiens ne viennent pas du fond des caves des cités. Je crois que même dans les fonds des caves des cités, ils sont plus malins que ça. Le problème, c'est que les Britanniques sont des spécialistes de tout ce qui est action douteuse sur le plan droit international, tout ça. C'est quand même des spécialistes de tout ce qui est sabotage, actes terroristes. Ça, c'est leur grand truc, ça. Et surtout dans le domaine naval. Alors ça, c'est leur grand dada. Donc ça, là-dessus, ils sont des bons profs
pour les soldats ukrainiens. Alors ce qui a été très marrant, c'est qu'au départ, d'ailleurs, comment dire, les Ukrainiens s'en vantaient. C'est-à-dire que c'est le SBU lui-même. Hein. Donc le SBU, qui est d'ailleurs le fournisseur des fameux drones, les Sea Baby, ils s'appellent les Sea Baby, qui ont été utilisés. Ce sont des drones qui sont produits par le SBU, par les services de renseignement ukrainiens. Au début, donc, les mecs s'en vantaient. C'est même le SBU qui a fourni aux médias les vidéos prises par les drones Sea Baby et d'autres drones qui surveillaient en fait l'action d'un peu plus loin à la presse. C'est-à-dire que c'est les services de renseignement ukrainiens eux-mêmes qui ont fourni les preuves de leurs crimes de guerre. C'est là que vous sentez quand même que les gars bénéficient d'une telle impunité qu'ils sont en mode je m'en bats les couilles. Voilà, j'en ai rien à faire. Donc ils ont fait ça. Sauf que donc ils ont attaqué ces deux tankers, dont le Kairos. Et ensuite, ils ont attaqué le Volga 2, qui lui est un bateau qui était chargé d'huile de tournesol. Et qui était destiné à la Turquie. Non, à la Géorgie, pardon. À la Géorgie. Et les trois ont été attaqués dans la zone exclusive économique turque. Résultat des courses. L'Ukraine s'est foutue à dos la Turquie, qui a gueulé d'abord via son ministre des Affaires étrangères, et puis ensuite Erdogan. C'est Erdogan lui-même qui a fini par dire « Non mais ça c'est inacceptable, on peut pas accepter des attaques comme ça dans notre zone économique. Vous avez mis en danger les autres navires, vous avez mis en danger les navires en pleine circulation, vous avez mis en danger les équipages, vous avez mis en danger l'environnement, parce que ça aurait pu déclencher une marée noire. Pour la Turquie, ça serait le pire des scénars. Une marée noire sur les plages turques. Je suis pas sûr que l'économie turque s'en remettrait, si tu veux. Ça leur foutrait en l'air toute leur saison touristique. Ça ferait un gros trou dans le budget. Ça, Erdogan ne peut pas se le permettre. Donc là déjà, mauvais point si tu veux, parce que tu commences à te mettre à dos un de tes fournisseurs d'armes et un de tes soutiens parmi les plus indéfectibles depuis le début du truc. Donc c'est bien, bravo. Bravo les mecs. Donc ça commence bien. En plus, les deux premiers navires étaient immatriculés en Gambie, donc pays africain. Donc qui lui aussi a très mal vu a vu d'un très mauvais œil que l'Ukraine attaque certains de ses navires. Donc ça, c'est clair. Et c'est pour ça que, là, en plus, ça montre à tout le monde que les mecs sont des terroristes. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de quelques jours, quand même, le porte-parole, donc le mec du service de presse de l'armée, de la marine ukrainienne, qui n'existe plus que de nom, puisqu'ils ont plus de navires, hein, donc bon, a commencé à rétro-pédaler. Et a commencé en gros à dire que oui mais non mais c'est le SBU tout seul qui a fait l'opération. Un petit peu gros. Ah, oui. Oui, mais parce que les mecs, ils ont commencé à réaliser que se vanter ouvertement devant le monde entier, dans les médias du monde entier, parce que la vidéo du SBU a été envoyée à la BBC, à CNN, vraiment à tous les médias internationaux, Associated Press, l'AFP, la totale, hein, ils ont tout fait, Reuters. Bon, quand t'as Reuters et AFP ou AP qui écrivent noir sur blanc dans le titre que l'Ukraine a attaqué des navires civils dans la mer Noire à coups de drone,
Bon, même s'ils essaient de justifier ça en mode oui, mais c'est des navires de la flotte fantôme russe, puis ils sont sous sanction. Oui, mais non, en fait. C'est n'importe quel gouvernement qui a 2 juristes sous la main, ils vont leur dire la même chose que ce que notre expert Arnaud Develay, que je signale et que je salue ici, nous a dit. C'est que déjà les sanctions en question sont illégitimes puisqu'elles n'ont pas été décrétées par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais unilatéralement par l'Occident. Donc déjà on commence mal. Et il disait, même si c'était le cas, de toute façon, même si elles étaient légitimes, même si elles avaient été prises par le Conseil de sécurité, l'application de ces sanctions, c'est une procédure légale, très carrée, voilà, ça veut dire arraisonnement du navire, arrestation de l'équipage, qui doit bénéficier de certains droits pour se défendre, enfin, etc., etc. Et puis bon, tu peux pas attaquer le navire comme ça, non, tu peux l'arraisonner, oui, tu peux saisir la cargaison, ça c'est voilà, mais c'est tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas le droit de mener une attaque façon Pirates des Caraïbes dans la mer Noire. Enfin, je veux dire, là, faut arrêter les bêtises. Donc clairement, là, il y a plein de pays qui ont commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises et là, ça commençait un peu à miner le soutien, en contre à l'armée ukrainienne. Et donc, c'est pour ça que la marine ukrainienne a fait un gros rétropédalage, en essayant de tout mettre sur le dos des services de renseignement ukrainiens, qui de toute façon ont une réputation déjà tellement... c'est même plus noir, là, c'est plus noir que noir, hein. C'est plus noir que la vipère noire ou que la pierre noire. Je veux dire, ils se sont dit, ils ont déjà le dos large, si tu veux, allons-y, quoi, allons-y. Alors, Sébastien qui dit, bonsoir tout le monde, on a galéré avec Hervé, on n'arrive pas sur Telegram, avec le PC sur VK, ça fonctionne. Ah, bon, donc il y a un bug sur Telegram, bon, désolé. Dom qui dit Poutine a bien redit récemment que Zelensky ne pourrait rien signer, il est illégitime. Il avait dit auparavant qu'il n'y avait que la Rada qui pouvait signer tant qu'il n'y avait pas d'élection. Oui, parce qu'en fait, pourquoi le mandat du président ukrainien a une durée fixe qui est prévue dans la constitution ukrainienne. Les mandats de députés, par contre, de la Rada, du Parlement ukrainien, n'ont pas de durée fixe prévue dans la Constitution. Ils ont, en gros, leur mandat prend fin quand de nouveaux députés sont élus. Et comme ils ont suspendu aussi les élections législatives, les seuls qui ont un mandat encore légitime, c'est les députés. Et donc le seul potentiellement qui pourrait signer un papier, ça serait le président de la Rada, Stefanchuk. C'est le seul. Voilà. C'est Zelensky et tout son entourage, ils sont tous illégitimes. Domspeak qui dit c'est curieux, mais les navires de civils coulés par les USA dans les Caraïbes ne soulèvent pas autant de problèmes, même terrorisme pourtant. Oui, parce que c'est les États-Unis, donc il y a pas mal de pays qui osent encore pas trop hausser le ton. La Russie le fait quand même, hein, en disant que les gars, déjà on n'a pas de preuves que les bateaux que vous abattez sont des bateaux de contrebandiers ou de dealers de drogue. Il y a de bonnes chances qu'une bonne partie soit des bateaux de pêcheurs, donc mais effectivement, c'est tout aussi illégitime et illégal. Les États-Unis n'ont pas le droit d'aller flinguer des bateaux dans l'océan Atlantique pour c'est du délire. Enfin, what the fuck. Enfin, là, faut arrêter. C'est du délire complet, on est bien d'accord, hein. Ce que font les États-Unis n'est pas mieux, hein. C'est du délire, on n'a aucune preuve que ce sont des trafiquants de drogue, et il y a de bonnes chances même que ce soit des pêcheurs. Christiane qui dit c'est peut-être pour ça que l'Amérique presse pour des élections le plus rapidement possible. Oui. Ils veulent essayer de mettre quelqu'un qui soit légitime pour signer, bien sûr. Donc Christiane qui dit le président de l'Assemblée peut signer à sa place, effectivement, c'est ce que j'ai dit, Stefanchuk peut signer, président de la Rada.
Il paraîtrait que la Roumanie a détruit un drone naval ukrainien. Oui, c'est vrai. La Roumanie a annoncé avoir détruit un drone naval qui s'approchait dangereusement d'une des bases de l'OTAN, là, Constantka. Donc ils ont effectivement détruit effectivement, ils ont confirmé. Hervé qui me dit et son compte Telegram a été fermé. D'accord. Ouais. Hervé qui dit comme dit Arnaud Develay, ils multiplieront les provocations. Ouais, bonsoir Rimka aussi, bonsoir Hervé. Oui, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait dit, si ceux qui avaient peut-être loupé l'interview croisée que j'avais fait avec Xavier Moreau et Gunchi Benanzin, allez regarder cette vidéo d'analyse, parce que c'est malheureusement ce que Xavier et Gunchi avaient prophétisé, c'est-à-dire c'est ce qu'on craignait le plus, c'est-à-dire une escalade de ces attaques contre des navires civils, puisque c'est pas les premières attaques contre des navires civils de la part de l'Ukraine. Hein. Je rappelle qu'ils ont donc soit attaqué avec des drones, soit fait des sabotages sur des navires qui étaient passés par des ports russes. Donc c'est pas les premiers. Malheureusement, je pense que ce sera pas les derniers. Mais je pense que s'ils s'arrêtent pas rapidement dans le rayon conneries, ça va commencer à leur coûter très très cher. Puisque là, pour la première fois, depuis le début de l'opération militaire spéciale, Vladimir Poutine a envisagé de frapper en réponse des navires civils des pays qui aident l'Ukraine à mener ses attaques. Donc moi, à la place des Britanniques, je commencerai à regarder par derrière, si tu veux, avant de me prendre un coup dans le dos. Et puis surtout, Vladimir Poutine a évoqué pour la première fois la possibilité, pour l'instant c'est du conditionnel, de priver l'Ukraine d'accès à la mer Noire. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà évoqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre jusqu'à Odessa. Donc ça veut dire reprendre Kherson, prendre Nikolaïev et aller jusqu'à Odessa. Et dans ce cas-là, c'est terminé, l'Ukraine n'a plus d'accès à la mer et ne peut donc plus mener ce genre d'attaque. Donc ça, c'est la première fois. Ça, c'est un truc que moi, j'ai marqué dans mon article que j'ai fait d'analyse sur ces attaques. C'est la toute première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale qu'on voit ce genre de propos dans la bouche de Vladimir Poutine. Et ça, c'est important. Parce que vous savez bien que Vladimir Poutine ne dit jamais rien en l'air. Ou juste pour faire joli. Hein, c'est pas Emmanuel Macron. Quand il dit quelque chose, c'est que ça a son importance. Surtout quand il est actuellement en Inde pour 2 jours de voyage diplomatique important. Il a une rencontre avec le Premier ministre indien, qu'il a d'ailleurs accueilli à l'aéroport. Hein, donc le coup de la Russie est isolé, gna 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 gna. Bon, hein, bon, je me tairai là-dessus. Hein, vous savez ce que j'en dis, c'est du bullshit. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné une interview aux médias indiens avant sa rencontre officielle avec Narendra Modi. Et il a dit très clairement que ce soit diplomatiquement, par la diplomatie ou par les moyens militaires, la Russie libérera le Donbass et la Novorussie. Il a mentionné la Novorussie. Alors il y a des gens qui, sur le chat, m'avaient demandé mais c'est quoi la Novorussie ?
La Novorussie, c'était le nom de la région de l'Empire russe qui en gros englobait presque tout le sud de ce qui est actuellement l'Ukraine. Ça s'étendait même un peu vers le Kouban et compagnie, mais en gros, si on prend les cartes, ça varie un petit peu selon. Mais effectivement, selon les cartes modernes, on va dire, la Novorussie, c'est en gros de Kharkov à Odessa. Alors, selon certaines cartes, ça inclut la région de Dnipropetrovsk. D'autres cartes ne l'incluent pas. Donc, à voir. Mais en gros, c'est de Kharkov jusqu'à Odessa. Voilà, de Kharkov jusqu'à Odessa. C'est ça plus ou moins donc la Novorussie. Donc vous comprenez bien que si on prend les propos de Vladimir Poutine pied de la lettre, c'est qu'effectivement on se dirige vers un scénario là l'Ukraine va plus perdre seulement 4 régions plus la Crimée, qui était une république autonome. Elle n'était pas une région, c'était une république autonome. Mais elle va en perdre beaucoup plus. Et ça, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, de toute façon, plus l'Ukraine traîne à négocier, plus elle va perdre de terrain. Et là, Odessa, la Nouvelle-Russie, est désormais dans le champ sémantique des propos officiels de Vladimir Poutine. Et ça, c'est important. Parce que quand c'est Medvedev, c'est lui qui est chargé de tâter le terrain. Hein. Voilà. Il est chargé de dire tout haut ce que Vladimir Poutine peut pas encore dire officiellement. C'est une chose. Donc lui, ça fait un petit moment qu'il parle d'Odessa. Quand c'est Vladimir Poutine qui en parle, ça veut dire déjà que il y a un plan décisionnel qui a été mis en place. Comme de toute façon, donc il a dit, si l'Ukraine continue ses attaques, on en arrivera à ça. Bon, je doute que l'Ukraine s'arrête, parce que de toute façon, c'est un gouvernement terroriste, hein, je rappelle, Bandera, qui est leur père idéologique, était un terroriste, donc de toute façon, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain, ça c'est certain, donc ils vont continuer ces conneries. De toute façon, ils n'ont jamais pu s'en empêcher, hein, je veux pas être méchante, mais depuis le début, ils ont été mis en garde à je ne sais pas combien de reprises. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'abord, comme a prévenu Vladimir Poutine, il y aura un accroissement des frappes sur les installations portuaires. Donc je pense que le port d'Odessa, le port d'Izmaïl, Otchakov, peut-être même le port de Nikolaïev, vont s'en prendre plein la gueule dans les mois qui viennent. Ça, c'est certain. Ils vont se prendre des frappes comme ils s'en sont jamais pris. Je pense que les navires qui amènent des armes via ces ports vont subir des frappes encore plus fréquentes que ce n'est déjà le cas. Ça, c'est une première chose. Et comme de toute façon, comme là actuellement, hein, ces attaques terroristes ont lieu pourquoi ? Pour cacher le scandale de corruption autour de Zelensky, et puis 2, pour cacher un deuxième gros scandale, à savoir la perte de Krasnoarmeysk. Et l'encerclement de ce qui est parmi les restes des meilleures brigades dans le chaudron de Mirnograd. On estime qu'il y a à peu près 1000 soldats coincés là-bas, ukrainiens. Et donc pour cacher la merde sous le tapis, qu'est-ce que fait Kiev ? Comme d'habitude, des actes terroristes. Donc de toute façon, comme la situation sur le front ne va aller qu'en se dégradant pour l'Ukraine, puisque plus ça va, plus elle rafle des mecs dans la rue pour remplir ses unités à la place de ceux qui sont déjà morts ou qui se sont rendus ou qui ont déserté, et que donc plus ça va, plus le niveau de motivation au sein des troupes ukrainiennes est mauvais, et les chiffres baissent, c'est-à-dire ils arrivent même plus à compenser, c'est-à-dire que le nombre de mecs qu'ils raflent dans la rue ne suffit pas à compenser les morts, blessés, déserteurs, prisonniers. Si tu fais tout le total par mois, ça rentre plus. Ça colle pas, les chiffres collent pas. Donc, résultat des courses, ça va aller qu'en s'aggravant. Donc plus ça va aller, plus l'effondrement de la ligne de front va devenir manifeste. Et donc, l'Ukraine va de nouveau commettre ce genre d'attentat terroriste. Donc, qu'est-ce qui va se passer de manière logique ? Eh bien, la Russie va ajouter minima 2 régions de plus, à mon avis 3, peut-être même 4, à la liste des exigences actuelles.
Hein, parce que si on part sur un scénario si on part sur un scénario jusqu'à Odessa, le minimum, ça va être donc de rajouter les régions de Nikolaïev et Odessa, donc plus 2. Si on prend le scénario Novorussie, donc là, faut rajouter au moins la région de Kharkov, donc plus 3. Et alors, selon le scénario et la carte de Novorussie, on inclut ou pas la région de Dnipropetrovsk. Alors, vu la vitesse à laquelle on avance là-bas, ça a l'air d'être bien parti pour inclure la région de Dnipropetrovsk. Donc, ça voudrait dire que là, l'Ukraine va perdre non pas 4 régions plus une république autonome, mais 8 régions et une république autonome. Voilà. Ça valait bien la peine de pas signer l'accord de paix à Istanbul en 2022, hein. Ouais, il y en a qui vont se dire qu'ils auraient mieux fait de signer le peuple là, hein, quand même. Hein. Mais bon, de toute façon, ils sont enfermés dans une logique qui les a déjà poussés dans un cul-de-sac. Donc de toute façon, comme ils sont pas capables d'en sortir par le haut, eh bien, ils vont se laisser complètement acculer, comme ils laissent leurs soldats se faire complètement acculer dans des chaudrons sur chaudrons sur chaudrons sur chaudrons. Et puis ça va mal se terminer, ça va se terminer. Ah, ça fonctionne avec le VPN, donc le Canada bloque notre... Ah, le Canada bloque notre direct sur Telegram. Ah bah c'est sympa. Ah bah merci. Ah bah oui, là effectivement, en usant d'un VPN, le nombre de spectateurs a augmenté brutalement. Bon, d'accord. Alors... Moi, je m'attends à qu'un futur attentat en France, on découvre comme par miracle un lien avec la Russie et hop, mobilisation de la population, dit Divda. Ah oui, ça c'est possible, attendez-vous à ce genre de sketch, hein. Opération sous faux drapeau, oui, l'OTAN sont bien spécialistes aussi. Dom qui dit aller jusqu'à Odessa est un incontournable depuis longtemps, non même si pas exprimé publiquement, car la Transnistrie par exemple, plus l'atrocité des gens brûlés vivant à Odessa, oui, c'est ça, mais ce qui se passe c'est que jusque-là, si tu veux, la Russie pouvait pas légitimement revendiquer la prise d'Odessa. Là, l'Ukraine leur a fourni une légitimation, une raison officielle sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, quand ils sont cons, hein, je veux dire, bref. Donc, oui, là, c'est ça le truc. Là, le fait que ce soit dit officiellement par Vladimir Poutine, tu comprends quand même que ça a une portée tout autre. Hervé qui dit un petit coup dans le dos ne dérangera ni Starmer ni Macron. Oui, voilà, ça devient spécial. À Odessa, pas mal de bombardements d'après le réseau international, dit Christina. Oui, Odessa, la région d'Odessa, le port d'Ismaïl sont très très fortement frappés par l'armée russe tous les soirs. Bonsoir Véro. Christiane qui dit que la présence de troupes étrangères qui coordonnent des attaques, la France tient au port qu'elle a acheté à Odessa. Oui, qu'elle y tienne pas trop parce qu'elle va pas le garder. Bombe Fab 5000, plus rien de français. Ah, on n'a pas la 5000. On va de 500 à 3000. Déjà 3000, ça fait 3 tonnes. Hein. Ça fait quand même un joli bébé. Il y a presque plus rien d'ukrainien en Ukraine. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, d'ailleurs, là j'ai publié hier donc le reportage que j'ai fait au sein du bataillon Krivonos. Je vous encourage à aller regarder vraiment cette vidéo, elle est super intéressante, et à partager cette vidéo, parce que ce que les gars racontent, ce sont des Ukrainiens qui se sont rendus volontairement et qui ont décidé ensuite de se battre aux côtés de l'armée russe pour libérer en fait l'Ukraine de Zelensky et de toute la bande de corrompus qu'il y a autour. Et ce qu'ils t'expliquent, c'est qu'en fait, plusieurs des gars ils disent, mais en fait à un moment j'ai compris que j'allais mourir pourquoi ? Pour défendre l'Ukraine, mais en fait il y a déjà plus d'Ukraine, on a déjà tout vendu, on a déjà tout, il y a plus rien d'ukrainien en fait, on a vendu les terres, on a vendu les usines, on a vendu les mines, on a vendu les ports, on a vendu tout ce qui avait de la valeur, donc je vais me battre pourquoi ? Pour les intérêts des investisseurs occidentaux qui ont acheté tout ça. Il dit mais ça a pas de sens, je vais pas mourir pour ça. Et c'est ça qui à un moment en fait fait faire tilt à ces gars quoi. Est-ce que la centrale de Zaporozhye est dans la Novorussie ? Oui, puisqu'elle est en région de Zaporozhye. Et la région de Zaporozhye fait partie de la Novorussie. Donc la, donc selon les cartes à minima, c'est donc région de Kharkov,
région de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson, Nikolaïev, Odessa. Et donc, selon certaines cartes, t'as des cartes qui incluent la région de Dnipropetrovsk, en plus, qui est un peu au centre. Mais donc, oui, le minimum, ça va être de Kharkov à Odessa. C'est-à-dire, c'est 3 régions de plus. Région de Kharkov, région de Nikolaïev, région d'Odessa. Et la centrale de Zaporozhye, comme son nom l'indique, est en région de Zaporozhye, donc elle est dans la Novorussie. Oui. Hervé qui dit, vu les conseillers de l'Ukraine, pas étonnant qu'ils soient dans la merde. Oui, mais ça, c'est sûr. Ça... Si c'est les gamelins de plateau qu'il y a sur LCI qui les conseillent en matière de stratégie militaire, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Christina qui dit super reportage sur Krivonos. Vraiment, donc je vous recommande, comme Christina, aller regarder le reportage. Très intéressant. Ce que les gars expliquent. Ils expliquent, il y en a un qui raconte comment ses amis allaient sur le Maïdan pour de l'argent. Ils étaient payés, les jeunes qui étaient sur le Maïdan. Ils recevaient des belles sommes. Hein. On parle de en région de Donetsk, on a des gens qui nous ont révélé les tarifs. Ils pouvaient recevoir jusqu'à $200 par jour, ce qui est énorme pour, on va dire, la paye d'ici. Donc bien sûr que tu attires plein de jeunes avec des salaires pareils. Et bonsoir Pietro, bonsoir Ficho. Sébastien qui dit en même temps les FAU n'arrivent pas à faire autre chose que du terrorisme. C'est triste d'en être là. Mais oui, mais c'est ça. Ils n'arrivent pas à gagner sur la ligne de front et résultat, à chaque fois, ils se rabattent sur du terrorisme. Ils sont jamais arrivés à tuer des commandants comme Motorola, Givy ou Zakharchenko sur la ligne de front. Ils les ont tués lors d'attentats terroristes. Voilà. Et à chaque fois qu'ils vont se prendre une défaite, ils vont en refaire. Donc je pense que le jour où on va prendre Kramatorsk, où on va libérer Slaviansk, on faut s'attendre à une nouvelle saloperie. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, ceux qui ont peut-être pas vu, pour ceux qui sont pas abonnés à Telegram, peut-être vous avez pas vu l'info, mais il y a eu quelques semaines en arrière, ils ont arrêté des gens avec une voiture hybride dont les batteries avaient été remplacées par des explosifs. Le but était de faire passer la voiture sur le pont de Crimée pour la faire sauter. Donc, je veux dire, les gars sont toujours en mode terrorisme on. Hein. Ils sont toujours à fond. Hein. Alors, le Canada est trop proche des USA, trop de démocratie, ça les esquinte. Ah bah oui, faut croire, ouais. Ficho qui dit le corrompu producteur du gars qui passe son temps à peloter Macron a démissionné, mais il est libre et il se trouve où? Mais pour l'instant on sait pas trop, puisque Yermak a annoncé que soi-disant il allait se battre sur le front. J'ai gros doute. Hein, bon, le mec va aller se planquer, hein, il va se faire discret, puis je pense qu'il va réapparaître à Miami ou Tel Aviv ou un truc du genre. Sébastien qui dit ici, eh bien une connerie à pas faire, c'était bien de pas signer la proposition de 2022. Bah oui. Si l'Ukraine avait signé les accords d'Istanbul de 2022, elle perdait juste le Donbass. Elle perdait juste les régions de Donetsk et Lugansk, c'est tout. Bon, là maintenant, on est déjà à 4 régions. Et très bientôt, la mise va être à minimum 7. Hein, Kharkov, Nikolaïev, Odessa. Et puis peut-être même Dnipropetrovsk, ça sera peut-être même 8. Peut-être même 8. La Suisse bloque aussi sans le VPN, me dit Muriel. Ah d'accord. Donc Suisse et Canada, les phares de la démocratie, tout ça. Ouais, c'est du joli, hein, dis donc. L'Ukraine, c'est la France de demain, tout vendu et aller mourir pour des débiles, dit Sébastien. Bah oui, non mais c'est ça. L'Ukraine est un laboratoire à ciel ouvert, hein. Je veux dire, d'ailleurs, il y a d'énormes ressemblances. Je veux dire, je vous ai dit depuis longtemps, Zelensky, c'est un Macron à l'ukrainienne. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord testé en France, ils ont réussi à vous fourguer Macron, et ils ont décidé de faire la même en Ukraine après. Ils ont vendu Zelensky à la population ukrainienne de la même manière qu'ils ont vendu Macron à la population française. Exactement de la même manière. C'est un truc, ça m'a frappé. Quand la campagne électorale de Zelensky a commencé, le premier truc qui m'est venu en tête, mais c'est un Macron à l'ukrainienne. Je voyais exactement
les mêmes... quasiment les mêmes slogans, tu vois, genre oui c'est un jeune et puis il a pas fait trop de politique avant, tu vois, donc il est pas mouillé dans les schémas de corruption et de parti habituels, il est venu avec un tout nouveau parti, hein, il est arrivé avec un tout nouveau parti. Serviteur du peuple n'existait pas avant la campagne électorale de Zelensky pour devenir président. C'est un parti qui n'existait pas et qui a été créé à partir de cette série télé où il jouait comme acteur le rôle du président de l'Ukraine, donc qui était soi-disant un ancien prof devenu président par la grâce divine, en gros, hein, c'était à peu près ça. Et c'est du nom de cette série, Serviteur du peuple, que il a utilisé en fait l'auditoire de cette série qui était très très attaché à cette série très très humoristique, pour jouer, surfer là-dessus. Il a surfé sur l'image humoristique, etc. de la série où il jouait le rôle du président de l'Ukraine pour se faire élire. Et la façon dont il a été poussé, ça a été la même façon que en France on vous a poussé Macron. Exactement les mêmes. Donc oui, ce que vous voyez actuellement en Ukraine, c'est potentiellement ce qui vous attend. C'est-à-dire que l'Ukraine est un laboratoire à ciel ouvert où ils ont testé plein de saloperies en matière de propagande, en matière de contrôle social, etc. Et comme ils ont vu que ça marche, il y a de bonnes chances qu'ils vous l'appliquent aussi chez vous. Hein. Ça, ne vous leurrez pas. Les gamelins de plateau. Ah, Xavier a déteint sur toi. Mais non, mais on est d'accord, c'est des gamelins de plateau aussi. Je peux pas appeler ça autrement. C'est des pseudo-experts, ces gens-là. Quand je vois les conneries qu'ils te sortent, hein, que ces gars te racontent que la Russie envoie des vagues humaines de soldats sur les positions ukrainiennes qui meurent les uns après les autres. Mais c'est du grand délire. Vous regardez les vidéos que prennent les drones russes ou ukrainiens d'ailleurs. Vous voyez bien que maintenant les assauts sont menés en tout petits groupes. C'est-à-dire qu'on utilise l'artillerie et les drones pour pilonner les positions, et une fois qu'on est sûr qu'il y a plus grand monde de vivants là-dedans, on envoie 3 mecs. C'est de quoi tu me parles de vagues d'assaut, enfin, et les mecs te racontent, oui, mais tout est bien documenté, hein, on le sait depuis les tactiques soviétiques, ils ont jamais changé. Ah bon, depuis quand il y avait des drones dans les tactiques soviétiques? Enfin, tu vois le délire. Donc moi je peux pas appeler ça des experts, c'est pas des experts, c'est des gamelins de plateau. Donc là-dessus je rejoins totalement Xavier Moreau. Xavier qui a dit qu'il y aurait 8 régions d'IDOM. Oui, je pense aussi. Hein. Vu comment on avance bien en région de Dnipropetrovsk, je pense qu'on n'a pas de raison de leur rendre après la région. Enfin, faut arrêter les bêtises. Donc, de toute façon, la région de Dnipropetrovsk est aussi une région principalement russophone. Un prof qui devient président dans la série, un lien avec notre genre Brigitte, je sais pas, c'est peut-être, hein, qui sait, je sais pas. Mais voilà, on arrive au point Godwin, les Dalton, Merz, Macron et Starmer avec Matt Dalton, von der Leyen sont en PLS. Comment leur narratif va-t-il évoluer? Je pense malheureusement que le narratif va se radicaliser, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, l'hystérie russophobe va monter. D'ailleurs, on le voit actuellement, ça monte de plus en plus. Hein. On vous raconte que la Russie mène déjà une guerre hybride contre la France. Pardon? On n'en a rien à foutre. C'est pas les hackers russes qui foutent en l'air les services informatiques des hôpitaux. C'est le fait que les hôpitaux sont sous-financés et que donc tout se casse la gueule, hein. Je veux dire, si les hôpitaux se cassent la gueule, c'est pas à cause des hackers russes, hein. C'est à cause du sous-financement. Faut remettre les choses à leur place, si tu veux. Donc, résultat des courses, je pense, ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo et ils vont chercher un casus belli pour justifier d'aller envoyer quelques milliers de mecs se faire massacrer. Puis comme j'ai dit pour la presse russe, même si Macron envoie même 5000 mecs. Mais ça va pas faire une semaine. Ça va pas faire une semaine. Alors, ce qui me rassure un peu, c'est que je vois quand même qu'il y a des généraux français
qui se réveille, qui commence à tirer la sonnette d'alarme dans les médias et de dire un peu quelques vérités concernant l'état de préparation de l'armée française. Donc on a vu plusieurs articles avec des soldats ou des officiers comme source. Bon, bien entendu, les médias ont caché le vrai nom, mais la grande muette est en train de faire fuiter des infos. Pourquoi ? Parce que je pense quand même qu'il y a un certain nombre d'officiers là-dedans qui sont un peu moins cons que les mecs qui sont tout en haut et qui lèchent les pompes de Macron, que les gars se rendent bien compte que si on les envoie contre les Russes, ça va être une boucherie et ils vont se faire massacrer, c'est-à-dire plus ou moins ce qu'ils disent. Hein. Donc il y a eu un article, je crois, c'est dans le JDD, si je dis pas de bêtises, et il y en a eu un autre, je sais plus dans le Canard enchaîné, voilà. Voilà. Allez voir la vidéo, j'ai partagé hier une vidéo de Charb officiel, donc qui parle de ces deux articles et qui les lit. Et on te dit clairement, on n'a pas les munitions, on n'a pas l'entraînement nécessaire, on n'a pas le matériel nécessaire pour mener une guerre de haute intensité contre une armée du niveau de celle de l'armée russe. Donc ça commence quand même un peu à ouvrir sa gueule, parce que les mecs sentent bien qu'on va les envoyer au casse-pipe et ils ont pas envie d'y aller, clairement. Donc ils essayent un peu de saboter le narratif macronesque. Les profs, que ce soit de l'ex-métier de la pseudo-femme de Macron ou du rôle de Zelensky, c'est une tendance chez les dictateurs à deux balles. Non, ce qui est la tendance chez les dictateurs à deux balles, c'est des acteurs. Si vous regardez Macron, hein, son grand délire d'être un acteur de théâtre, si vous vous souvenez, parce que c'est ça à la base, hein, quel est l'autre, hein, c'est sa prof de théâtre. Hein. Et Zelensky était un acteur. D'abord un humoriste et puis un acteur de cinéma. Donc si vous regardez, le point commun des deux dictateurs en herbe, là, c'est le fait d'être des acteurs. Ce sont des acteurs, ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des gens compétents, ce sont des acteurs, ils sont là pour jouer un rôle. S400 qui dit ensuite ça sera la Transnistrie, oui. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que là, les autorités russes ont sauté sur l'occasion que leur offrait sur un plateau d'argent l'Ukraine avec ses attaques contre des navires civils, pour commencer à mentionner Odessa, bien entendu. J'ai vu une vidéo qui explique que l'armée refuse d'aller en Ukraine, expliquant que ça serait un massacre d'Idom. Oui, c'est celle-là, celle de Charb. Donc vidéo de Charb officielle. Vraiment, j'aime bien ses analyses, c'est sympa. Il est assez bon. Et donc oui, allez regarder. Franchement, les articles sont intéressants. Il les lit pour vous, pour tous les gens qui n'ont pas l'abonnement, etc. C'est intéressant d'entendre ce que les soldats racontent au Canard enchaîné et au JDD. Fitcho qui demande à combien de prisonniers ukrainiens, combien de prisonniers, ils sont plusieurs dizaines de milliers. Je sais plus le chiffre exact, je veux pas te dire de bêtises, sincèrement. Mais je pense, je crois qu'on est à plus de 30 000, un truc comme ça. Mais c'est un chiffre énorme, hein. Franchement, le nombre de prisonniers est pas du tout un tout petit chiffre. Hein. Le régiment Anne de Kiev est un exemple parlant. Ah bah oui, le régiment Anne de Kiev, qui se trouve où actuellement ? Dans le chaudron de Mirnograd. Ah, bravo. Je rappelle quand même que l'entraînement et l'équipement de cette brigade a été fait sur les deniers français, donc c'est vos impôts, 1,5 milliard d'euros de vos impôts qui est parti dans l'entraînement et l'équipement de cette brigade, dont la moitié des soldats ont déserté avant même d'arriver sur le front. Déjà, ça la fout mal. Et le reste s'est fait encercler à Mirnograd. Et ils y sont toujours. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que le 1,5 milliard qui a été injecté dans cette brigade, on les aurait jetés par la fenêtre, ça aurait été pareil. Hein, voilà, je pense que vous avez compris vous-même. Donc, voilà quoi.
Je me pose souvent la question pourquoi les anglo-saxons arrivent à manipuler les peuples, notamment des Ukrainiens, un peuple slave, censé être un peuple plutôt de sensibilité russe. Ben parce que les anglo-saxons maîtrisent très bien un outil, la propagande. Voilà. Ils sont très bons là-dedans. Voilà. C'est tout simplement. Et puis, ben, les Américains peuvent injecter des sommes énormes pour corrompre les personnes qu'il faut. C'est dans leur mentalité, hein, de corrompre, diviser pour mieux régner, propagande, propagande, propagande. D'hommes qui disent ont bien fait de déserter avant d'arriver sur le front, du pur bon sens. Ah bah ça c'est clair, ceux qui ont réussi à se barrer avant d'arriver sur le front, ceux-là ça a été les moins cons de l'équipe, hein. Ça on est bien d'accord. Alors... Alors... Ouais, oui, les pseudo-experts de TV, ils savent qu'ils racontent de la merde, c'est ça le plus grave. Alors... Sylvain Ferreira a dit que les soldats français, je suppose, ne tiendraient pas au cœur d'une guerre d'une telle intensité. Oui, oui. Mais bien sûr. Quand est-ce que l'armée française a vécu une guerre d'intensité contre une armée qui est quand même la deuxième armée la plus puissante au monde? Ça fait 80 ans, hein. L'armée française a une semaine de munitions. Oui, 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 je sais. En ce moment, côté pognon, les Américains sont un peu short, dit Hervé. Oui, 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 oui. Bah, c'est pour ça que Trump, il veut mettre fin au conflit. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, c'est un businessman. Il raisonne en businessman. Et son raisonnement, c'est... Ben, vu la situation, le retour sur investissement en Ukraine, il est négatif. Donc, ben, il veut shorter la position. Il veut refourguer la patate chaude, entre autres à l'Europe, hein, voilà, pour que l'Europe paye la facture. Mais il ne veut plus que cela coûte de l'argent aux États-Unis. Parce qu'il se rend bien compte que c'est une cause perdue. Voilà. C'est pour ça qu'il essaie de forcer la main à Zelensky pour qu'il signe et qu'il est là en train de supplier Poutine d'accepter les conditions. Mais Poutine, il lui dit, mais Donald, nous on avance sur la ligne de front. Nous on est sur une bonne lancée. On a l'initiative. Pourquoi est-ce que je signerais ton papier? Là d'ailleurs, ils ont commencé à lever un peu les sanctions sur Lukoil. Pour que les stations-service appartenant à la firme qui sont à l'étranger puissent fonctionner, parce qu'ils se sont un petit peu rendus compte que ça foutait la merde dans certains pays. Donc, de toute façon, elles servent à rien. Je voulais publier aujourd'hui, il y a un post là. Hein, donc, ils ont mis des sanctions pour essayer d'empêcher l'Inde et les autres d'acheter le pétrole russe. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, vous avez la moitié du pétrole russe qui est exporté vers un tout nouveau pays qui s'appelle Asie Inconnue. Voilà. Un nouveau pays sur lequel tu peux pas placer de sanctions, tu peux pas appeler le président, tu peux pas faire pression sur lui, parce qu'il n'existe pas. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez une bonne partie des exportations russes, la destination n'est pas mentionnée. Voilà. Pays Asie inconnu. Voilà, mais non, mais les enfants, enfin... Hein, on est sur un libre marché, ça peut pas fonctionner, vos conneries. Ça peut pas fonctionner. Donc pour la Russie, il n'y a aucun intérêt, je vous l'ai dit. La Russie, le temps est de son côté. Le temps est du côté de la Russie. Le temps joue contre l'Occident, contre l'Ukraine. Et ça, c'est ce que je dis depuis déjà plus d'un an et demi. Escassan qui dit ils veulent que la Russie revienne au G8 et Poutine a dit niet. Ben oui. Mais pourquoi? Il a eu raison. Il dit mais attendez, pourquoi vous voulez qu'on revienne dans ce truc? Ça représente même plus réellement les 7 plus grandes économies mondiales, puisque, entre autres, l'Inde, qui a bien grimpé dans le classement, ne s'y trouve pas. Puis pourquoi y aller? Pour faire plaisir à l'Occident? C'est fini. C'est fini l'époque où tu pouvais appâter les élites russes avec un sucre
appartenance au G8, appartenance au G20. C'est terminé, ça. J'ai énormément ri avec cette Asie inconnue. Ah oui, moi aussi. Enfin, franchement, je me suis bidonné de rire. Mais c'est ça la réalité. Tu peux pas placer des sanctions de ce type-là sur un pays, qui est de la taille d'un continent, parce que la Russie, quand même, c'est le pays le plus grand au monde. D'accord ? Il occupe, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un sixième des terres émergées sur Terre. C'est un pays, c'est la Russie. Voilà. C'est un des plus gros fournisseurs de gaz, de pétrole, de fer, de titane, de tout ce que tu veux au monde. Ils ont de l'or, des diamants, tout ce que tu veux, presque. Qu'est-ce que tu veux mettre des sanctions sur un pays comme ça, qui est relativement soit autosuffisant, soit en capacité de devenir autosuffisant? C'est ce qu'on a vu avec le remplacement des importations. Donc la Russie remplace les importations par des productions locales, en grande majorité, et elle s'en sort pas trop mal. Donc tu peux pas. Tu peux mettre des sanctions si t'as un pays qui est enclavé, qui est très dépendant pour beaucoup d'importations. Mais quand c'est un pays qui est exportateur, producteur, mais là ça devient problématique. Parce que de toute façon des clients il y en a toujours et il faut bien que ils obtiennent les matières premières dont ils ont besoin, surtout le pétrole et le gaz. Parce que sans énergie t'as pas d'économie. Il y a déjà pas assez de pétrole pour couvrir toute la demande. Donc, si t'empêches le pétrole et le gaz russe d'arriver sur le marché, les prix vont exploser. Et ça, c'est pas acceptable pour des grandes économies comme la Chine. Donc, ils trouveront toujours un moyen détourné d'obtenir ce dont ils ont besoin. C'est comme ça. Les Ukrainiens sont des idiots utiles, mais on ne voit aucune réaction, aucune prise de conscience. Mais le problème, c'est ce que disait un des gars enfin même deux des gars du bataillon Krivonos. Le problème, c'est que même ceux qui se rendent compte de ce qui tourne pas rond en Ukraine osent pas le dire ouvertement, parce qu'il faut pas oublier que le SBU écoute tout. Nous aujourd'hui là avec Laurent, on a été faire l'interview d'une dame qui a été arrêtée en 2014. Le SBU avait tout. Ils avaient écouté toutes ces conversations téléphoniques. Ils avaient tous ces échanges de messages sur Facebook avec ses amis, etc. Le SBU a accès à beaucoup de choses. Les gens qui expriment, même si tu veux en privé par téléphone, ou il faut se comprendre qu'il y a un climat de peur terrible qui est entretenu en Ukraine. T'oses même pas dire à ton voisin ce que tu penses, parce que le voisin, il peut peut-être te balancer au service de renseignement comme un traître. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu commences à exprimer l'idée que, les Russes sont pas nos ennemis, etc., tu finis en tôle. Tu te fais torturer dans une prison secrète par le SBU, et si t'as pas de chance, t'en réchappes pas. Donc, si vous voulez, vous avez une ambiance qui est pire que l'ambiance du Troisième Reich avec la Gestapo ou la Stasi, quoi. Hein, tu vois, je veux dire, c'est un peu cette ambiance. D'ailleurs, souvent, beaucoup de gens se font balancer par des voisins ou quoi. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait l'interview d'une dame, enfin de deux dames, qui ont évacué Krasnoarmeysk, donc Pokrovsk, et qui m'ont raconté donc la chasse aux enfants menée par la fameuse organisation des Anges Blancs dont je vous avais déjà parlé. Et quand je leur ai demandé comment ils obtenaient les adresses des endroits où il y avait des enfants,
Eh bien, ils m'ont appris que les autorités locales, donc de la ville, avaient mis un post sur les réseaux sociaux où ils offraient 1 000 hryvnias à toute personne qui fournirait l'adresse où se trouve une famille avec enfants. Donc par famille avec enfants, tu pouvais toucher 1 000 hryvnias. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les alcoolos et les drogués qui avaient besoin d'argent pour se payer leur dose ont vendu leurs voisins. D'accord? Ils ont vendu leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs voisins. Voilà. D'accord? C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça l'ambiance en Ukraine, et c'est pour ça que les gens ne mouftent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces gars qui se battent actuellement au sein du bataillon Krivonos ont fait ce choix, parce qu'ils disent on comprend bien que à l'intérieur même de l'Ukraine, les gens osent rien faire parce qu'ils ont peur de finir dans une geôle du SBU, torturés, peut-être jusqu'à la mort, comme c'était le cas de Gonzalo Lira. Et donc les gars ont compris que le seul moyen pour eux d'aider leur pays natal, c'est de se battre aux côtés de la Russie pour le libérer, entre guillemets, depuis l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Question idiot utile, on est pas mal en Europe, dit Sébastien. Bah oui. WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok, même en France, mieux vaut se méfier de ce que vous publiez, dit Divda, je suis totalement d'accord. Faites très attention à ce que vous publiez, surtout sur des plateformes qui sont sous contrôle occidental. VK, c'est déjà plus safe. Voilà. Mais effectivement, évitez de dire des choses qui pourraient vous exposer sur des plateformes qui sont détenues par les géants de la tech américains. Parce que alors ça, ceux-là, mais laissez tomber. Les services de renseignement français ou occidentaux de manière générale y ont accès, totalement. Véro qui demande, ça fait combien 1 000 hryvnias 1 000 hryvnias, je sais plus quel est le taux actuellement. Attends, je vais regarder. On va regarder taux de change. Taux de change. Alors, hryvnia, euro. On va regarder hryvnia euro, hein. Alors. Et de hryvnia vers euro. Hop là, accepte. Donc. Oula, ouais, une hryvnia, ça vaut pas grand chose, hein, quand même, hein. Ça fait en gros 20 euros. « 20 euros. Ouais. C'est à peu près ça, hein, si je dis pas de bêtises. UAH. Ouais, c'est ça. 20,40 €. 1000 hryvnias, ça fait 20,40 €. Voilà. On va finir par n'avoir qu'une connexion satellite tellement ça devient tendu. Ouais, avec Starlink, ouais. Hein, contrôle de Musk. Merci pour tes réponses, ton travail, force et courage à toi et toutes et tous. Pensez à toutes les victimes de ces barbaries. Sujet de départ. Que peut faire concrètement la Turquie contre le terrorisme en mer Noire? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que elle peut organiser des patrouilles, bien sûr. Mais ces drones, c'est des petits machins. C'est pas des très gros trucs. Donc à repérer, c'est très compliqué. Je doute que la Turquie soit équipée. Je sais que par exemple la flotte de la mer Noire avait en compte modifié plusieurs de ses navires pour les adapter à la chasse aux drones navals, avec entre autres des mitrailleuses équipées de viseurs thermiques. Ça marche bien. Mais je doute que la Turquie ait équipé ses vedettes de patrouille de ce genre de trucs. Donc sans ce genre de choses, c'est compliqué.
arriver à descendre ces drones sans ce genre d'équipement, c'est très très dur. Donc malheureusement, à part pour l'instant faire des protestations officielles, et peut-être prendre des mesures de rétorsion contre l'Ukraine. Donc peut-être que qu'Erdogan va un petit peu mettre une douille à Zelensky pour lui expliquer, écoute, t'es gentil, mais ce genre de conneries, tu vas faire ça ailleurs. Tu fais pas ça près de mes plages. Voilà. Tu vas faire ça où tu veux, mais pas chez nous. Voilà. Je veux pas que tu salopes mes plages quelques mois avant le début de la saison touristique. Voilà. Je pense il peut potentiellement lui faire passer ce genre de message. Voilà. On est arrivé au bout d'une heure, on va s'arrêter là, parce que je suis quand même épuisé, on a fait un aller-retour très très loin pour aller interviewer cette dame aujourd'hui. On a donc plein de vidéos encore à vous publier, beaucoup d'interviews sur la répression politique, les tortures du SBU, les crimes de guerre de l'armée ukrainienne, les femmes de Krasnoarmeysk qui m'en ont appris des vertes et des pas mûres. Et donc, vous allez avoir de nouveau du matériel pour argumenter, pour ouvrir les yeux des gens qui n'ont pas encore les yeux ouverts. Je publierai la vidéo demain dans l'après-midi comme d'habitude. Dimanche, ça sera le rapport hebdomadaire de situation comme d'habitude. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.